La réalisation de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de Marcel Broquet, la nouvelle édition. 50 ans de succès dans le livre. Bonne émission. Ça se planifie des mois à l'avance, un salon. Hein? Je suis toujours étonnée de voir à quel point les gens sont friands de lecture. Les livres d'action, les livres que tu peux choisir ton histoire. Je veux que le livre demeure et je crois sincèrement qu'il va demeurer aussi pour longtemps. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Au cœur des lettres. Cette semaine est une semaine de fête car nous nous sommes déplacés au Salon du livre de Montréal où nous avons rencontré quelques-uns des auteurs. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Madame Monique Brunet-Weinman. Bonjour, merci de m'inviter. Bonjour Madame Weinman, écoutez, nous sommes vraiment très choyés de vous avoir à l'émission aujourd'hui. Vous savez que cette émission parle des auteurs dont le hobby ou la carrière est l'écriture. Vous avez vraiment une double, triple, quadruple carrière, je dirais. J'ai eu l'occasion de regarder le cheminement académique et professionnel qui vous anime depuis longtemps. Et c'est assez impressionnant, on peut dire que vous participez à la tranche de l'histoire, car vous adorez tout ce qui est artistique. Alors vous avez été formé à l'École des lettres de Paris et vous êtes détentrice également d'une maîtrise en histoire de l'art de l'Université de Montréal. Vous avez un doctorat. Écoutez, la liste pourrait s'allonger vraiment énormément. Vous avez donc un profil professionnel formidable. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de votre carrière et puis d'où vous est venue cette idée d'écrire des livres sur l'art. Ah, alors ça remonte à... Ben, on le voit rétrospectivement, c'est toujours pareil. Tant qu'on le vit, on s'en rend pas trop compte, mais disons que j'étais une visuelle à peine née parce qu'il fallait toujours que je voie. Je ne pouvais pas supporter d'être dans une poussette à capote, par exemple. Il paraît que je descendais en marche pour baisser la capote parce qu'il fallait que je voie. Bon, donc une visuelle, une grande mémoire visuelle aussi, toute petite. Je reconnaissais les visages des gens, même avant de parler, je savais m'exprimer pour dire que c'était un tel qui passait dans la rue. Il paraît que c'était assez étrange, bon. Et puis après, j'ai tout de suite été intéressée par les reproductions de tableaux. Les livres qui reproduisaient des tableaux m'intéressaient beaucoup. Puis je me rappelais très vite les noms, les titres, reconnaître le style d'un artiste, etc. Mais bon, à l'époque, on ne savait pas trop quoi faire avec ça. Hein. J'étais orientée vers les études littéraires parce que j'étais bonne en français, je composais très bien. Bon, alors, enfin, on a cru que, moi, j'ai cru moi-même que j'étais faite pour être professeure de littérature, alors que finalement, c'était sans doute une mauvaise orientation parce qu'il aurait mieux valu que je m'oriente tout de suite vers quelque chose qui touchait à l'art, vous voyez.
Est-ce que vous aviez envie de peindre ou Ben, de je toucher une dessinais autre très bien discipline? quand j'étais petite, je dessinais très bien et encore ce don de l'observation, je faisais des peintures, des dessins amusants, les institutrices se les passaient, s'amusaient avec, bon, mais après on perd ça, hein. Sauf que là aussi, alors l'art tout le temps, parce que ce qui m'intéressait beaucoup de lire déjà vers 14 ans, ce qui est quand même assez étonnant, c'est la critique d'art. J'aimais lire des critiques d'art, les critiques d'art de Baudelaire, d'Apollinaire, de Ruskin en anglais, tout ça, ça me plaisait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était parce que ça me permettait de faire une espèce de joint entre, vous voyez, l'amour de la peinture et puis la littérature, parce que j'étais un peu bonne dans les deux. Et finalement, quand il a été question de faire un diplôme d'études supérieures à Paris, ben, il a encore fallu que je fasse le lien entre les deux, parce que ce n'était pas vraiment de la littérature. Je me suis orientée vers l'art comparé, qui était une voie où il y avait très peu de monde finalement. Et j'ai proposé un sujet qui s'appelait Verlaine et l'impressionnisme. Donc c'était le lien entre poésie et peinture. Vous voyez, donc tout le temps finalement j'ai marché sur deux voies parallèles. Quoi, vous avez voulu jumeler un petit peu les différentes disciplines. Vous avez aussi plus qu'effleurer la philosophie, donc ça a dû vous servir aussi un petit peu dans votre approche. La philosophie ne m'attire pas beaucoup. La poésie, oui, mais la philosophie, non. Franchement, je trouve que c'est écrire des tas de livres, des tas de pages pour dire ce qu'un poète dit en une strophe. Mais enfin, bon, chacun ses goûts. Mais par contre, l'esthétique, oui, la partie esthétique de la philosophie, si vous voulez, ça m'intéressait davantage. Mais par contre, pour arriver à faire une carrière, vous parliez de carrière tout à l'heure, là, c'était un handicap, en fait. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que justement, toutes les études universitaires et autres, elles sont faites dans le régime disciplinaire, si je puis dire, vous voyez. C'est-à-dire qu'on est dans une discipline, puis on n'est pas dans deux. Hein. Maintenant, c'est mieux, parce qu'il y a eu quand même de l'évolution. On parle de transdisciplinarité, mais j'avais, comme me l'a dit quelqu'un, je ne voulais pas le croire, c'était Monsieur Lecôte, je ne me rappelle plus son prénom, Gérard Lecôte, qui était justement un professeur d'université suisse d'origine, qui m'avait dit une fois, mais je crois qu'il blaguait, mais finalement non, vous avez 30 ans d'avance, vous n'aurez pas beaucoup de chance pour trouver un poste dans l'enseignement supérieur, parce que c'était les cases, vous voyez, c'était encore les cases. Est-ce que vous étiez déjà au Québec à ce moment-là? Oui. Parce que vous êtes d'origine française, en fait, oui. Vous avez immigré en 1969. Donc on peut dire que vous êtes vraiment incrusté dans le paysage québécois. Oui. Mais j'étais ici, effectivement, et naturellement, je trouvais des postes dans l'enseignement de la littérature, vous voyez. C'est ça. Mais pas dans cette espèce d'entre-deux, là. Parfait. Donc, vous avez commencé véritablement votre carrière comme enseignante. Vous avez enseigné plusieurs disciplines. Hein, la littérature, surtout au début, oui. Mais vous avez fait aussi art et communication, je pense. Alors ça, c'est grâce à Hubert Aquin. Ah oui? Alors, mais ça n'a pas duré, malheureusement, parce que Hubert Aquin était à ce moment-là directeur, je crois, du département de littérature à l'UQAM, vous voyez, le pavillon du parc La Fontaine à l'époque. Et j'ai eu la chance, finalement, d'obtenir, grâce à lui, une charge de cours dans le domaine qui m'intéressait, c'est-à-dire, justement, interartiel, comme ça. Et ça portait sur quoi, en fait, art et communication? Ben, par exemple, la critique d'art, c'est l'exemple même, vous voyez, comment communiquer quelque chose qui appartient à quelque chose qui est visuel par des mots. Hein. C'est un exemple typique. Vous avez aussi été journaliste, vous avez même été instigatrice d'une revue ou d'un supplément particulier dans Parcours. Oui, c'est ça, oui. Ben, j'ai d'abord commencé à écrire dans Vie des Arts, justement l'année du centenaire de l'impressionnisme, vous voyez, puisque c'était en 1974, le centenaire de l'impressionnisme. Alors je me suis dit, bon ben là, quand j'en connais quand même assez pour faire un article. Et puis j'ai rencontré Madame Paradis et je suis rentrée dans Vie des Arts, j'ai écrit là-dedans au moins 25 ans dans tous les numéros. Oui. Puis alors quand Parcours s'est fondé, c'est Robert Bernier qui a fondé Parcours, j'avais l'idée depuis longtemps de faire une espèce de cahier spécial, vous savez, qui pouvait être tiré à part en fait, c'était ça l'idée. Et bon, ben, on s'est lancé là-dedans et ça a eu tellement de succès d'ailleurs que Vie des Arts nous a imités après. Ah oui, et Parcours existe toujours. Oui, d'ailleurs, M. Bernier est toujours fidèle au poste. Mais
Moi, j'ai une question quand même. Je me demande comment fait-on pour faire des hautes études en France et puis on s'implante dans un pays qui est neuf et finalement on devient partie vraiment prenante, intégrante de la culture d'un autre pays. Et vous avez vraiment fait votre marque. Vous êtes une historienne d'art très reconnue, vous êtes critique d'art, vous avez été conservatrice. Oui. Et, vous avez signé plusieurs catalogue raisonné de Riopelle. On ne s'entend pas tout le catalogue, mais certaines collaborations qui sont évidemment des œuvres géantes, majeures. Comment fait-on pour s'approprier? Déjà, c'est difficile de s'approprier un pays. Comment fait-on pour s'approprier alors les artistes, les grands artistes dont vous avez parlé dans tous vos écrits? Oui, c'est une histoire de recyclage de permanent finalement, parce que j'étais faite pour être professeure de littérature, j'ai pas eu les postes qu'il me fallait. Donc je me suis mise à écrire sur l'art, vous voyez. Et puis donc il a fallu que je m'intéresse, effectivement, je me suis intéressée aux peintres et aux artistes québécois, qui pour moi étaient une inconnue complète, parce qu'avec la formation sur l'impressionnisme, le cubisme, l'art abstrait français, vous comprenez bien que j'étais un peu loin. Mais enfin, bon, ça s'est fait à force d'écrire dans Vie des Arts. D'ailleurs, un de mes premiers articles, c'était sur Betty Goodwin. C'était pas très mal vu, comme vous voyez. Non, bien sûr. Hein? Alors donc, puis Riopelle, Riopelle, pour moi, c'est une évidence. C'était le monument. On ne peut pas s'intéresser à l'art au Québec sans s'intéresser à Riopelle. Et justement, ça m'a beaucoup surprise de constater qu'il y avait très peu de choses importantes décrites sur Riopelle quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, vous voyez. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas de tradition de critique d'art, en fait, au Québec? C'est sûr, il n'y en a pas beaucoup de tradition de critique d'art. Et même, les gens ne sont pas toujours conscients que c'est un genre littéraire, vous voyez. Oui. J'ai expliqué, lorsque j'ai eu le prix de la culture des Laurentides, là, j'ai expliqué, voilà, en 93, que finalement, c'était reconnu que la critique en général, mais la critique d'art en particulier, ça fait partie de la littérature, c'est de l'écrit, c'est un genre littéraire. Et comment vous vous appropriez un petit peu l'œuvre? Parce que moi, je pourrais me faire l'avocat du diable, j'ai fait quelques cours en histoire de l'art et je me demandais toujours comment mon professeur allait chercher toutes ces histoires sur les peintres. Je me disais, mais enfin, bon, est-ce que c'est sûr qu'il y a une étude, il y a des comparables, il y a l'analyse que l'on peut en faire de façon personnelle, objective, tout ça, mais comment vraiment être un bon critique en fonction et en regard à la fois le côté pédagogique que tout le monde enseigne et l'histoire ou ce que l'on dit d'être la petite histoire pour expliquer une œuvre en fait d'un peintre. Comment fait-on pour se sentir bien à l'aise là-dedans? On ne s'y sent pas toujours à l'aise non plus, là c'est un apprentissage, hein? Mais c'est comme pour tout, vous savez, c'est comme pour la critique musicale, c'est pour la critique de film, c'est à force d'en pratiquer beaucoup que, bon, alors les critères, les critères sont en art, c'est extrêmement subjectif d'une certaine façon, et pourtant ça ne l'est pas non plus, parce qu'il y a quand même une qualité, vous voyez. Il y a une qualité, un sens, une cohérence dans l'œuvre que vous avez ou que vous n'avez pas. Et ça, on la voit vite, hein, on voit ça très vite. Ou bien un regard original. Alors, à force de comparer, de connaître, ça se fait tout seul, mais c'est difficile à expliquer. Finalement, c'est comme un peu une double tâche, parce qu'on doit être nourri. Oui, c'est ça. On doit être nourri des images, de tout ce qu'on voit, puis en même temps être capable d'en parler, ou plutôt d'écrire dessus. Et c'est là où finalement ma double formation me sert beaucoup. Voyez? Exactement. Parce que d'une part, j'ai un œil différent sur les œuvres des artistes, ils me le disent tous. Parce que j'ai une formation quand même qui vient de la littérature, mais avec les archétypes. Hein. On faisait beaucoup l'étude des archétypes. Bachelard était notre... Gaston Bachelard était notre pain quotidien dans les années 60, 70, vous voyez. Et puis alors après, il y a eu toutes sortes d'autres approches, sémiologie, etc., sociologie, bon, qui m'intéressaient moins. Mais moi, c'est le côté plutôt, justement, analyse des archétypes. Alors, forcément, les couleurs, l'interprétation des couleurs, les directions. La sémiologie m'a servi quand même, parce qu'il y a Donc l'étude du dans sens, la construction, là, oui, dans la construction, la structure, vous voyez, la structure d'une œuvre. Et à ce moment-là, même la publicité peut servir. La façon dont une affiche est composée, ça aide aussi à comprendre les tableaux, parce que bon, il y a des points forts, il y a des points faibles, il y a des directions, il y a une façon d'entraîner le regard, en fait. C'est ça, l'artiste
son travail, c'est d'entraîner le regard du spectateur dans un sens plutôt que dans un autre, quoi. Tout à fait, et des choses que l'artiste ne peut pas expliquer lui-même. Non de toute plus, façon, non et vous, plus. avec le recul. Le recul, Ouais. effectivement. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est ça qui est absolument formidable, c'est que, bon, premièrement, les artistes sur qui j'ai écrit ont toujours trouvé que je les comprenais mieux qu'eux-mêmes se comprenaient eux-mêmes. Et puis surtout, ils sont devenus des amis, parce que vraiment, il y a eu à chaque fois une espèce de découverte de la personne, même dans un tableau le plus abstrait possible, vous voyez. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se trahissent. Vous êtes un peu un psychologue Ben oui, de l'art, absolument, finalement. absolument. C'est ça, hein? Tout à fait, oui, oui, c'est vrai ça aide. On doit trouver On trouve la personne, filon, ou de... c'est ça, on trouve la personne. Oui, on se trahit d'une façon... Oui. Enfin, trahir, c'est un un bien bon grand mot, mot, là, on mais laisse des traces. on laisse des traces, hein. effectivement. Tout artiste laisse des traces, c'est bien évident. Hein. Ah oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, je vous invite à une courte pause. Nous serons de retour avec vous dans quelques instants. Vous savez, on a été élevés, moi je suis de la génération de la guerre. Hein. Quand vous êtes né pendant la guerre, automatiquement, vous avez tout petit une espèce de hantise de la mort. Hein. Au cœur des lettres vous est présenté en collaboration avec Fleuriste Floraliou au 814 rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant. Au téléphone 819-425-6767. Pour un bouquet de fleurs coupées, plantes vertes ou un montage personnalisé de fleurs de soie ou naturelles pour toute occasion, venez au Fleuriste Floraliou de Mont-Tremblant. Alors, on peut dire, vous, qu'avec toutes vos études et la panoplie de catalogues, d'articles, de colloques, en tout cas, c'est incroyable. On peut dire que vous n'avez pas chômé dans votre non, vie. Non, j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, j'ai l'impression quelquefois que je ne fais que ça. C'est vrai. J'arrive à faire 3 choses en même temps, la lessive, l'ordinateur, et puis je ne sais plus quoi encore. Ça, c'est seulement donné aux femmes. Oui, mais c'est ça, c'est donné aux femmes. Mais Oui. ça oblige à une façon de travailler différente, voyez. C'est une gymnastique de l'esprit. Oui. On peut dire que vous, la médiocrité, c'est pas tellement... Non, la médiocrité, je déteste ça. Les valeurs que j'ai, je ne sais pas trop quelles sont les valeurs que j'ai, sinon peut-être le respect de la vie et le respect de l'intelligence. Alors, le respect de la vie dans toutes ses formes, c'est aussi bien un arbre, les animaux. Je trouve que la façon dont on traite les animaux domestiques de boucherie ou tout ce que vous voulez, ça me rend malade. Je trouve ça épouvantable et ça prouve qu'on est des barbares. Et aussi le respect de la vie, donc les arbres et tout, mais aussi le respect de l'intelligence. Et il y a une chose que je déteste dans les médias et quelquefois, n'est-ce pas, dans les écrits, c'est d'abord la médiocrité, hein, d'une façon générale, du langage et tout, et la répétition du même. Alors ça, la répétition du même qui devient un lessivage de cerveau, alors là, ça je ne peux pas prendre, là, je peux pas prendre ça, non. En tout cas, c'est pas ce qui vous anime, hein. On peut le voir dans tout votre parcours. Parmi les valeurs, on parlait tout à l'heure des valeurs, la vie, la mort, l'amour, tout ça. Qu'est-ce que vous en avez... Là, comme je vous dis, je n'ai pas l'esprit vous. philosophique tellement. Hein. Mais alors la vie, je ne sais pas, j'essaie de la vivre le mieux possible et de faire vivre les autres. La mort, j'ai la mort, vous savez, on a été élevés, moi je suis de la génération de la guerre. Hein. Quand vous êtes né pendant la guerre, automatiquement, vous avez tout petit une espèce de hantise de la mort. Hein. Il n'y a qu'à voir le film Apocalypse, là, qui passe dernièrement sur nos écrans. Il n'y a pas un film de fiction aussi épouvantable que ça. Et même si on ne l'a pas vu de nos propres yeux, on a éprouvé l'angoisse des parents ou de la mère. Je me rappelle avoir éprouvé par procuration l'angoisse que je lisais dans le regard de ma mère et de ma grand-mère, vous savez. Alors ça, c'est des choses qui vous marquent. Et naturellement, la mort, bon, dans ce cas-là, on en a une espèce d'angoisse.
Mais la vie, bon, ben, on la vit comme on peut. L'amitié, ben, comme je vous dis, c'est les artistes qui sont devenus des amis et ça a formé une espèce de famille de remplacement, puisqu'en fait, toute notre famille est restée en Europe. On est tout seuls ici, mon mari et moi. Alors, bon, ben, il faut bien se retrouver des affinités électives, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous êtes contente de votre parcours actuel? Oh, peut-être, ben oui, maintenant je le suis plus, parce que n'est-ce pas, j'ai réussi à publier au moins ce livre sur Mary Bouchard et Louise Gadebois. Quand même, c'est des sujets auxquels je travaille depuis les années 80. Et pendant quelques années que je n'arrivais pas à publier, ben, quand on écrit puis qu'on n'arrive pas à publier, c'est tragique. Parlons-en du dernier bébé, votre dernier bébé à vous, là, qui est donc Simone Marie Bouchard et Louise Gadebois. L'art naïf dans la modernité. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Ça ne va pas ensemble. Ben non, mais justement, à l'époque, ça allait, vous voyez? Oui. Dans les années 40, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a à la fois une approche intimiste, puisque vous avez bénéficié d'un énorme... Absolument. Une énorme Louise collection. Gadebois est devenue mon amie. Mais oui. Parce que j'ai écrit sur elle un article dans Vie des Arts en 79 ou 80, alors qu'elle avait son exposition au Musée d'art contemporain de ses dessins seulement. Et bon, elle a trouvé ça tellement intéressant que bon, j'ai pu la rencontrer plusieurs fois, faire des entrevues, etc. Et c'est comme ça que j'ai des documents sur elle qui sont absolument exceptionnels, parce que elle a eu confiance, vous voyez. C'est ça. Et ce qui fait la différence un peu, c'est qu'on a à la fois la vie personnelle de ces gens-là qui est truffée d'archives, de lettres qui vous ont été confiées par la famille. Absolument. Et aussi le regard sur l'œuvre. Voilà, l'œuvre. Et sur la position de l'œuvre dans l'histoire. Voilà. Vous voyez. Ouais. Et à l'époque, il faut dire que ces deux femmes-là étaient quand même, on peut dire, privilégiées dans un monde d'hommes. Oui, absolument. Bah, c'est-à-dire qu'elles avaient gagné leur statut, n'est-ce pas, à la force du poignet, si je peux dire. Hein? Parce que la peinture était quand même réservée beaucoup aux hommes à cette époque-là. Jory Smith, quoi qu'il y a eu beaucoup de femmes à partir des années 30 qui ont fait de la peinture, mais c'était beaucoup des anglophones. Et c'est ça, n'est-ce pas, la particularité de Louise Gadebois en particulier, c'est qu'elle était catholique, pratiquante, mariée, bourgeoise un peu sur les bords, n'est-ce pas, mère de 6 enfants, et qu'elle a quand même réussi à faire une carrière de peintre qui a commencé à 40 ans, par exemple. Oui. Alors, Madame Gadebois, en fait, Louise Gadebois, elle est issue d'un milieu aisé. Ils habitaient à Westmount. Oui, oui. Outremont. Et ils allaient donc passer des vacances dans Charlevoix. Voilà, à la Malbaie, surtout à Saint-Joseph-de-la-Rive, beaucoup les éboulements. Et c'est là que, naturellement, elle a rencontré Mary Bouchard, qui, elle, était une jeune peintre sans formation des beaux-arts du tout, n'est-ce pas, une autodidacte complète, qui faisait de l'art naïf, comme on dit pour l'art populaire un peu, n'est-ce pas, de Charlevoix, les peintres populaires de Charlevoix. Mais justement, un des objectifs de ce livre-là, c'est de la sortir un petit peu de cette espèce de panier collectif des peintres populaires, pour montrer qu'elle était une artiste finalement à part entière, quoi. C'est une artiste qu'on ne connaissait pas beaucoup, même si elle a été élue à la Société d'art contemporain. Ben, c'est Louise Gadebois qui l'a fait rentrer, voilà, vous voyez. Exactement. Puis elle a eu un destin tragique. En fait, elle est décédée très jeune. On parle des années, donc 1912. Elle est morte en 45. Elle est morte en 45. Elle avait 33 ans seulement, vous voyez. Alors naturellement, sa carrière a été assez brève, bien qu'elle produisait beaucoup. Mais elle a été connue aux États-Unis avant d'être connue à Montréal, parce que ses tableaux étaient emmenés, n'est-ce pas, par les gens en villégiature. Ouais. Et ce qui est étonnant aussi, c'est comme la rencontre de ces deux femmes, en fait, parce qu'elles venaient des univers complètement différents. Ah, c'est ça qui était absolument fascinant, oui. Hein, Madame Bouchard était vraiment une petite paysanne, absolument, on peut dire. Absolument. Vous avez d'ailleurs un détail assez croustillant dans votre livre, là, puisque vous citez plusieurs extraits de leurs lettres et tout. Oui. Et lorsque
lorsque Mme Gadebois veut la présenter C'est à la la Société d'art grande contemporain. société, là, on dit quelque chose de vraiment amusant, cette petite c'est-à-dire que c'est tout paysage, à je ne sais fait, pas, c'est tout là. à fait, c'est Louise Gadebois elle-même qui m'avait vraiment raconté, n'est-ce pas, la façon dont ça s'était passé. Et alors, elle m'avait raconté ceci: j'ai fait entrer Marie à la Société d'art contemporain. Ce fut un événement des plus curieux, parce qu'elle s'est présentée telle qu'elle était, comme quelqu'un d'absolument inclassable, vraiment dépareillé. Et alors là, elle raconte la façon dont, parce qu'elle était venue chaperonnée par sa sœur, naturellement, il n'était pas question qu'elle voyage toute seule. Alors elle était venue avec Cécile Bouchard, qui était aussi une peintre naïve populaire. Et alors elle raconte, n'est-ce pas, comment l'introduction à la Société d'art contemporain par un dîner chez elle à Outremont s'est passé. Et puis c'est tordant, c'est vraiment tordant. C'est assez amusant. Moi, j'ai relevé quelques détails aussi, comment elle s'était tout à fait pomponnée, pouponnée. Oui. Elle ressemblait à une poupée. On dit que c'était un vrai petit miracle. Et on le voit un peu, hein. vous voyez, elle faisait ses toilettes elle-même. Et elle se faisait toujours des rubans, puis des boucles et tout. Et elle se présentait, comme le dit Louise Gadebois d'ailleurs très bien, où elle dit que c'était un tableau signé de Mary Bouchard. Elle s'auto-représentait comme elle représente ses personnages dans ses tableaux naïfs. En tout cas, c'est vraiment intéressant que ce livre-là soit publié 20 ans plus tard chez Marcel Broquet, alors qu'il y a 20 ans, vous avez publié un autre sur Louis-Jacques. Louis-Jacques, effectivement. En fait, il faut dire que c'est une nouvelle collection qui s'appelle Profil. Marcel Broquet, on l'avait connu pour la collection Signature. Mais c'est le même format quand même, un peu de choses près. Et puis, je pense aussi que, comme je disais, le double message là-dedans, on peut à la fois en apprendre davantage sur l'art. Vous avez des passages où vous parlez des titres, des thématiques. Oui, je fais une analyse quand même. Une analyse, mais le langage est très accessible. Absolument, oui. C'est très accessible, on apprend. Et alors, à la fois le côté intimiste, c'est merveilleux. Dites-moi, est-ce que vous avez des passions, des hobbies le jardinage, oui. Vous êtes Madame Fleur. Bah oui, enfin disons, pas Madame Butterfly, mais enfin le jardinage, oui, parce que j'ai depuis que je suis ici, j'ai deux périodes dans l'année, vous voyez. L'hiver, c'est vraiment l'écriture. L'été, je suis plutôt dehors à jardiner, mais enfin, je continue de faire des choses, mais disons d'une façon moins intensive. Vous aimez les chats aussi? Ah, les chats, ça. Alors les chats, c'est vraiment une passion qui remonte à l'enfance, mais qui a aussi une grande angoisse, parce que le pire cauchemar, c'est l'idée que je peux perdre mon chat, qu'il peut s'égarer, qu'on puisse lui faire du mal. On sent que vous êtes vraiment une personne qui est toujours très intéressée. Vous avez été très prolifique. Avez-vous encore beaucoup de projets? Ah, ben, il y a des livres inachevés, disons, hein. Il y en a au moins 3. Il y en a au moins 3 qui sont presque finis, mais qui ne sont pas finis. Et justement, il y en a un particulier sur un peintre français qui s'appelle James Guittet, qui a été très connu au Québec du temps de la Galerie Corbeil en particulier, qui était aussi un ami de Gaston Miron. Et alors là, j'ai un livre presque fini sur son œuvre. Et surtout sur sa présence au Québec, parce que il a fait beaucoup d'expositions chez Corbeil. Il a construit la maison de Gilles Corbeil à Val-David. Oui, il a construit cette maison-là. Il s'intéressait beaucoup à l'architecture. Bon, alors c'est ça. Disons que c'est un livre qui est à la fois une analyse de l'œuvre et du personnage, encore un peu psychothématique, là. Et puis en même temps une trace de la présence de Guittet au Québec. Eh bien, Madame Weinman, je crois qu'il va falloir vous réinviter. Vous avez trop de projets sur la table. Quand il sera publié. Et en tout cas, moi, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On se rend compte que vous participez à l'histoire, vous contribuez à conserver vivant le patrimoine artistique québécois. Et c'est très important. Je découvre des méconnus. J'essaye de les sortir de l'oubli. Alors, mesdames et messieurs, voilà qui achève cette formidable émission avec Madame Brunet-Weinman qui vous parlait de sa passion sur tout ce qui touche la culture et l'art au Québec. Je vous invite à une très belle semaine de lecture et à bientôt.
Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration du gîte au Ruisseau Enchanté, situé au 105 chemin du Rancette à Mont-Tremblant, au téléphone 819-425-7265. À la recherche d'un endroit paisible pour prendre un temps de repos, le gîte au Ruisseau Enchanté est l'endroit tout indiqué pour vivre un séjour inoubliable. 3 chambres confortables avec salle de bain privée et le petit déjeuner gastronomique vous convaincront de revenir. Le gîte au Ruisseau Enchanté de Mont-Tremblant.